on aborde quand même le problème en face, il faut quand même que nous parlions de la révolution culturelle. Attendez, Klaus Van Ravel, Nous ne savons rien de l'état l'état moderne. Même dans l'état moderne, quelque chose, c'est la révolution culturelle. Nous serons, avait Ouais, dit ça, Sartre, quand même, alors là, des chasseurs de sens. ceci dit, c'est formidable, c'est formidable. Depuis 20 ans, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre sont entourés par un groupe d'amis fidèles, le comité de direction de leur revue Les Temps modernes. Depuis 20 ans, les Temps modernes représentent en France cette tentative d'imposer au monde cette remarque de Hegel: on ne peut être libre que si tous le sont. Il y a là Claude Lanzmann, journaliste et écrivain. Bernard Pingot, écrivain. Francis Janson, philosophe. Jacques Laurent Bost, écrivain et journaliste. Jean Pouillon, sociologue. Ils sont acceptés par les régimes capitalistes en place. C'est arrivé dans un stade où des revendications traditionnelles, comme par exemple André Horst, écrivain et économiste. Dans ces réunions des Temps modernes, 2 fois par mois, règne la plus parfaite démocratie. Les questions du jour sont à l'honneur. Ce qui fait qu'il y a un complet décalage des niveaux. Les uns se battent pour les objectifs traditionnels. Maurice Merleau-Ponty, comment naquirent les Temps modernes et à quelle exigence cette revue entendait-elle répondre? Je vous ai raconté, je crois, comment Sartre avait été, du fait des événements de la guerre d'ailleurs, persuadé, convaincu de la nécessité de faire place en philosophie à l'existence avec autrui, l'existence avec les autres. Il s'est proposé dans les Temps modernes, comme il se proposait dans son propre travail de réflexion quotidienne, il s'est proposé dans les Temps modernes de procéder à une espèce de déchiffrement, de lecture de l'histoire contemporaine à mesure qu'elle se faisait. Et cela, bien entendu, pas seulement dans le secteur politique, mais surtout, je dirais même, essentiellement dans le secteur de la vie humaine. Ça n'a jamais très bien réussi, en ce sens que nous n'avons jamais réussi à trouver suffisamment de textes de ce genre. Et il s'agissait de déchiffrer cet ensemble, d'essayer de comprendre ce que signifiait même une manifestation en apparence aussi insignifiante qu'un petit film qui paraît. Alors la littérature, naturellement, intervenait, mais vous vous rappelez qu'à ce moment-là, et peut-être encore maintenant d'ailleurs, Sartre était très attaché à ce qu'il appelait la littérature engagée. Non, mais la littérature devait être l'expression de la rencontre d'un homme, l'écrivain, avec la totalité de son temps. Enfin, le terme là n'est pas une création. Il me paraît plutôt exposer une intention. Le terme Nous était... prendrons ce qui dans la littérature est engagé, mais ce qui est proprement littérature a toujours été engagé ou n'est pas. Balzac est engagé, Zola est engagé, mais Voiture ne l'est pas. Non seulement alors à partir du moment où on mais a... Racine est engagé. Oui. Et pour la révolte La révolte, comme tous les mouvements de l'esprit ou du cœur humain, c'est à la fois la pire et la meilleure des choses, et il est tout à fait naturel qu'un écrivain qui s'intéresse aux passions de l'homme autant que de son intelligence essaie de donner à ces passions la plus grande efficacité, la plus grande utilité possible sur le plan de la vie la plus simple comme sur le plan de la vie sociale. Et j'ai essayé de tirer en effet de la révolte les éléments d'une attitude qui ne soit pas une attitude de pure destruction, de pur nihilisme, ce qui s'explique assez si on veut bien considérer que je ne m'intéresse pas au nihilisme contemporain par goût esthétique ou personnel, je m'y intéresse dans la mesure où il est possible de le dépasser. L'obsession de la moisson et l'indifférence à l'histoire, écrit admirablement René Char, sont les deux extrémités de mon arc. Si le temps de l'histoire, en effet, n'est pas fait du temps de la moisson, l'histoire n'est qu'une ombre fugace et cruelle où l'homme n'a plus sa part. Qui se donne à cette histoire ne se donne à rien, et à son tour n'est rien.
Mais qui se donne autant de sa vie à la maison qu'il défend, à la dignité des vivants, celui-là se donne à la terre et en reçoit la moisson qui ensemence et nourrit à nouveau. Ce qui retentit pour nous, aux confins de cette longue aventure révoltée, ce ne sont pas des formules d'optimisme dont nous n'avons que faire dans l'extrémité de notre malheur, mais des paroles de courage et d'intelligence qui, près de la mer, sont même vertus. Aucune sagesse aujourd'hui ne peut prétendre à donner plus, après quoi les enfants mourront toujours injustement, même dans la société parfaite. Dans son plus grand effort, l'homme ne peut que se proposer de diminuer arithmétiquement la douleur du monde. Mais l'injustice et la souffrance demeureront, et si limitées soient-elles, elles ne cesseront pas d'être le scandale. Le pourquoi de Dmitri Karamazov continuera de retentir, l'art et la révolte ne mourront qu'avec le dernier homme. Tout au plus, pourrais-je vous dire que je ne critique pas le système révolutionnaire en soi, mais le système révolutionnaire triomphant dans notre temps. Et quant à la société actuelle, vous savez que l'une des directions de mon ouvrage consiste à critiquer fondamentalement la société jacobine et bourgeoise dans sa morale et dans ses principes. La révolution du XXe siècle et la société bourgeoise actuelle ne sont pour moi que les deux faces d'un même nihilisme que nous avons à dépasser. Dans ce sens, il me semble que mon livre, loin de définir une position romantique et idéaliste, est au contraire tout entier un réquisitoire contre le romantisme philosophique et les mystifications qui font du matérialisme historique un idéalisme honteux.